Je me suis sentie bien aux Philippines dès mon arrivée. J'ai trouvé que les gens étaient tous gentils et je trouvais des locaux avec qui je pouvais communiquer. J'ai fait des rencontres, c'est pas évident. Je trouve ça encore plus violent que de se crier un coup dessus. La personne, elle est là juste pour se nourrir et de quel droit je dois lui dire je peux pas, tu peux pas te nourrir. Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Camille. Est-ce que je dois te dire aussi que j'ai 31 ans, bientôt 32. Maintenant on le sait. Merci pour l'information. Où est-on ici? Alors, on est à La Tortue, à Darwin et aux Philippines. C'est un célèbre spot de plongée, c'est ça? Ouais, c'est un célèbre spot de plongée, principalement connu pour Apo Island. Et la plupart des personnes ne savent pas que le long de la côte de Darwin, c'est aussi super chouette. D'accord. Il y a une réserve naturelle ici. Il y a une réserve naturelle, il y a des zones marines protégées. On est entouré par pas mal de tortues. On a une population d'à peu près 400 tortues. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce mélange entre récif et mug diving, qui est finalement plongé dans le sable noir à la recherche de petites créatures. Donc on en a pour tous les goûts. On en a pour les débutants, ou les gens qui veulent quelque chose d'un peu plus tranquille, aller profiter du récif et des très beaux poissons tropicaux et des tortues. Et les gens qui viennent pour des choses très spécifiques, avec parfois un appareil photo, pour aller chercher des crevettes de cette taille-là, des sèches flamboyantes, des octopus, ce genre de choses. D'accord, il y a une diversité importante. Il y a une belle diversité. Et Parce que la pêche est interdite, c'est ça? Alors, la pêche est interdite dans les zones marines protégées. C'est majoritairement respecté, donc on est peu embêté avec ça. Et le fait que ce soit une zone marine protégée, ça évite aussi le passage des bateaux. Et du coup, je trouve que c'est plus calme, plus tranquille, dans les zones où on plonge en tout cas. Et je pense que ça aide grandement à la préservation de la vie marine. On a aussi la chance d'avoir 2 centres de conservation qui vont replanter des coraux, notamment sur un site qui s'appelle Eldorado. C'est un très joli récif artificiel. En fait, il y a des cages, des blocs de béton et ils viennent accrocher du corail dessus. Ça s'est plutôt bien développé et donc on a des beaux bancs de poissons et des poissons parfois un petit peu plus gros que sur les récifs classiques. Pour quelles raisons il faut aider la nature? Bonne question. Je pense qu'il y a vraiment les sujets classiques de réchauffement climatique. Dans la plupart des endroits, quand la température augmente, on a du blanchissement de corail. Et on a plutôt de la chance à Darwin que ce phénomène soit moins visible ici que dans d'autres parties des Philippines. Donc je sais qu'il y a des études à ce sujet pour savoir pourquoi on est moins impacté. Et en aidant à la reconstitution du corail, puisque la température de l'eau est élevée, on arrive à créer de nouveaux coraux. Ouais, ils ont quand même des résultats. Et c'est d'ailleurs assez surprenant même pour moi de voir qu'ils mettent des petites boutures et en fait ces boutures prennent. Et même ici devant la tortue, on se rend compte qu'il y a des nouveaux petits boutures de coraux qui se créent d'elles-mêmes. Donc finalement, on est dans un terrain que je trouve propice au développement de la vie marine et j'aimerais garder mon travail, j'aimerais continuer à faire découvrir la beauté de Darwin et de Apo Island à toutes les personnes qui viennent plonger avec nous et notamment mes élèves. Et du coup, j'ai envie qu'on puisse contribuer à préserver tout ça. Il y a des gestes simples, juste par exemple ramasser les déchets, parfois on a des petites cordes qui traînent parce qu'elles ont dérivé d'une zone où la pêche est autorisée jusqu'ici, ça peut arriver. On appelle ça notamment des filets fantômes. Le but c'est d'enlever tout ça et de laisser la nature reprendre ses droits au maximum. J'ai passé 1 mois en Polynésie, j'ai dû faire une 50aine de plongées. J'ai trouvé que les coraux étaient moins colorés et moins riches que ce que je vois ici. J'étais sur Apo Island hier et j'ai discuté avec une femme dont la famille est pêcheur. Elle disait qu'il y a effectivement beaucoup moins de poissons aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est peut-être aussi la surpêche. Je pense qu'il doit y avoir des sujets de surpêche et c'est d'ailleurs pas mal qu'à Apo Island ils essayent de protéger tout ça et c'est aussi ce que Darwin essaye de faire. C'est dur pour nous en tant que plongeurs parce qu'on se heurte à... Nous on a envie de plonger, de garder des récifs en bonne santé, de continuer à les faire découvrir à toutes les personnes qui ont envie de plonger. Et souvent, les gens qui pêchent ici, c'est pas de la pêche industrielle. C'est souvent des gens qui pêchent pour vivre et pour se nourrir. Du coup, quand parfois on les voit pêcher un peu trop proche de la zone où ils sont censés pêcher, on a envie de leur dire « Ok, t'es pas censé pêcher là ». Sauf que la personne, elle comprend pas en fait. Parce que la personne, elle est là juste pour se nourrir. Et de quel droit je dois lui dire tu peux pas te nourrir, tu vois. Donc c'est toujours un petit peu difficile de trouver l'équilibre. Mais effectivement, plus il y aura de pêche, moins il y aura de poissons.
Et moins on a de chance de faire découvrir de belles choses aux gens. Et comment tu es arrivé ici? Quel est ton parcours? Longue histoire. Je suis née en France du coup et dans le nord de la France. Donc je suis originaire de Lille. J'ai vécu là-bas pendant de longues années, un peu plus de 20 ans, 22 ans. Avant d'avoir un job, j'ai fait 1 an à Grenoble, 5 ans à Lyon. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors, j'ai fait une licence comptabilité finance audit. Parce qu'à la base, je voulais devenir expert comptable. Et je me suis vite rendu compte que la compta, c'était sympa, mais pas forcément au quotidien. Et pour devenir expert comptable, il y a beaucoup de droit des sociétés, ce genre de choses, et c'était un peu trop pour moi. Donc je me suis réorientée en master contrôle de gestion. Et j'ai eu l'opportunité de travailler assez tôt pendant mes études, puisque j'avais des stages, tout ça. Donc j'avais un job étudiant en 3e année de licence chez Decathlon. Alors c'était tout bête, de la préparation de commandes, voilà. Et je pense que ça m'a aussi aidé à décrocher la suite, puisque j'ai eu 2 années d'alternance pendant mon master chez Leroy Merlin. Donc je suis vraiment typique du Nord, la famille Mullier, et voilà. Donc j'ai fait 2 années d'alternance chez Leroy Merlin, et c'est eux qui m'ont proposé mon premier CDI. Donc j'ai fait 1 an à Grenoble, après le siège qui est du côté de Lille, j'ai fait 1 an à Grenoble, cette fois-ci en CDI, sur un poste de contrôleur de gestion en magasin. Et donc suite à ça, j'ai été nommée à Lyon et j'ai passé 5 ans sur ce magasin. C'était suffisamment chargé pour que je décide de prendre une année sabbatique. Et j'ai commencé un tour du monde en août 2022. J'avais besoin de voyager et de me reposer, donc j'ai vraiment fait un tour du monde lent et je l'ai fait en solo. Donc je me suis débarrassée de toutes mes affaires à Lyon, j'ai vendu mon appart, j'ai mis toutes mes affaires en box à Lille, puisque mon objectif à la fin du tour du monde, c'était de me réinstaller à Lille. Et bon, je suis là, donc les choses se sont pas passées comme ça, mais on va revenir dessus. Donc, et où est-ce que tu as voyagé? J'ai commencé par le Mexique, je m'y suis baladée pendant 3 mois. J'ai fait les côtés les plus touristiques, donc la zone plutôt de Oaxaca, le Chiapas, toute la zone vers Cancun, etc. J'ai passé un tout petit peu de temps à Mexico City et je suis aussi allée à Baja California Sur, au sud des États-Unis et de la Californie. J'ai plongé, pas mal. J'ai fait pas mal de déjà plongées. ton PADI? Alors ouais, j'avais déjà mon déjà open certifié? water et même mon advance. Parce que dans ces 5 années à Lyon, j'avais quand même pris 1 mois de congé, enfin 4 semaines, pour aller au Costa Rica. Et en fait, j'ai passé mon open water et mon advance la même semaine. Donc quand j'étais au Mexique, j'étais advance, donc je pouvais plonger jusqu'à 30 mètres. Quand je suis partie en tour du monde, j'avais à peu près 30-35 plongées. Et ouais, j'ai pas mal plongé au Mexique, j'ai facilement dû faire une 30aine de plongées, si c'est pas 40. Donc dans plein de petits endroits. L'avantage du Mexique, c'est que c'est aussi riche culturellement. Donc j'ai pas mal voyagé et visité. C'était mon premier tour du monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en font 2 quand même. Et j'avais besoin d'être attentive sur la question du budget quand même. Il y avait cette question-là. Donc j'ai plongé quand même. Mais j'ai aussi visité et profité de la richesse culturelle du Mexique. Voilà. Et après, tu es allé? Alors, après, j'ai fait 3 semaines en Jordanie. Donc j'ai complètement changé de continent. J'avais déjà voyagé un petit peu en Amérique du Sud. J'avais déjà fait notamment le Pérou. J'avais déjà été un petit peu aux États-Unis pour l'Amérique du Nord. Et ça m'intéressait, mais j'avais vraiment envie d'aller en Asie. Donc comme il faut faire des choix, j'ai décidé d'aller en Jordanie parce que je voulais absolument voir Petra. Donc j'y ai passé 3 semaines en Jordanie et sur ce voyage, ma mère m'a rejoint. Là, c'était beaucoup plus pour visiter la richesse culturelle de la Jordanie, des très beaux paysages, des gens très gentils. On a loué une voiture, donc on a pu se déplacer. Et j'ai quand même terminé le voyage par... j'ai dû faire à peu près 6 plongées en mer Rouge. Donc le long de la côte de la Jordanie, donc en face de l'Égypte finalement. C'était très chouette, mais plutôt froid. J'ai vraiment eu froid, il faisait je pense 24 degrés. Des coraux très colorés, des petites épaves de bateaux. Voilà, c'était vraiment sympa. En plus, c'était la basse saison, donc j'étais seule avec le guide, ce qui est plutôt chouette. J'étais en novembre 2022 à ce moment-là. Voilà. Et après ça, je suis passée 1 mois et demi en Thaïlande. C'était une étape de mon voyage, donc ça faisait à peu près de décembre à mi-janvier. Donc décembre 2022, mi-janvier 2023. J'étais assez fatiguée. Oui, je suis désolée, le voyage ça fatigue, même en voyageant lentement.
Donc j'ai décidé d'y aller très 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 lentement en Thaïlande. J'ai fait un tout petit peu le nord de la Thaïlande avec Chiang Mai et Chiang Rai. Et ensuite, comme je suis née en fin d'année, juste une semaine avant Noël, j'ai décidé de me faire plaisir en allant sur les îles. Donc j'ai passé un peu de temps sur Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao. Les 3 îles qui sont dans le même coin. Et j'ai fait 10 ou 20 plongées, je pense. Je crois 20. Ouais. C'est pas les plongées que j'ai préférées. C'est quand même très connu pour la plongée Koh Tao, mais il y a vraiment pas mal de touristes. Et du coup, voilà, c'est chouette. Je suis contente de l'avoir fait. J'y retournerai pas particulièrement pour la plongée. Voilà. D'accord. Donc, mais j'ai pu profiter. Et après la Thaïlande? Et après la Thaïlande, les Philippines. Okay. Je voulais faire quelques mois aux Philippines et ensuite aller soit au Vietnam, soit au Cambodge, que j'avais déjà un peu fait. Et finalement, j'ai passé quasiment tout le reste de mon tour du monde aux Philippines. Combien de temps? Alors, je suis arrivée mi-janvier et je suis repartie début juin. Où est-ce que tu es allée? J'ai d'abord voyagé pendant un mois. J'ai commencé par les Visayas. J'ai quand même atterri à Manille. Ici, en fait. Ouais, donc dans les Visayas, il y a principalement Cebu Island, Negros, Bohol avec Panglao et Siquijor, et aussi Panay, qui est un peu plus à l'ouest de Negros et qui est un peu moins visité et que je n'ai pas encore eu le temps de visiter, mais voilà. Donc je suis arrivée à Manille, j'ai pris un vol pour Cebu et j'ai visité les classiques. Donc j'ai fait Malapascua parce que je voulais plonger avec les requins-renards. J'ai passé une petite semaine là-bas, très chouette. J'ai vu mon premier hippocampe, donc j'étais super contente parce que ça faisait partie des choses que j'avais envie de voir. Les requins étaient très chouettes aussi, donc vraiment j'avais rien à redire là-dessus. C'était pas encore la haute saison, donc j'ai pu profiter. J'ai fait des plongées de nuit très sympas. Et ouais, en fait, je suis bien tombée parce que j'avais un buddy, donc ma partenaire de plongée que je connaissais pas. C'était une bonne plongeuse et ça matchait super bien entre nous. Donc en fait, j'ai vraiment passé des bons moments aussi grâce à cette personne. Donc c'était chouette. Et tu envisageais déjà à cette époque de devenir dive master? Pas du tout. Pas du tout. Tu faisais simplement tes plongées pour le plaisir? Ouais. Faut savoir que j'ai le mal de mer. Ce qui peut sembler un peu ironique. Donc j'ai des cachets contre le mal de mer, mais travailler dans la plongée et prendre des cachets tous les jours, ça me semble pas envisageable. Ça ne me semblait pas envisageable. Jusqu'à ce que je découvre Darwin et la plongée du bord, qui est un peu plus agréable pour moi. Et bon, il faut aussi dire qu'avec le temps, on s'y fait. Donc le fait de pas mal plonger, ça m'a aidé. Quand est-ce que tu as eu le déclic? Tu t'es dit, je veux devenir dive master? À la Tortue, quand je suis arrivée ici. D'accord. Ouais. Donc tu as été cliente ici? Ouais, j'ai été cliente ici. Donc après mon périple classique dans les Visayas, j'avais décidé de venir à Darwin. Donc j'avais déjà décidé d'y passer 1 à 2 semaines. J'avais compris que c'était un peu moins touristique, mais que c'était connu pour Apo Island. Et j'ai rencontré une famille à Bohol qui est venue ici à la Tortue avant moi et qui m'a dit « Écoute Camille, il faut absolument que tu viennes là ». Ils n'étaient pas plongeurs, mais le mari avait fait une plongée justement avec Nico, le patron. Il avait adoré, il m'a dit « Écoute, il faut absolument que tu viennes là ». Donc je ne me suis pas trop posé de questions et j'ai réservé ici. Enfin, j'ai voulu réserver là. Ils étaient complets. Donc j'ai réservé ailleurs, mais je suis venue plonger ici. Donc finalement, mon logement, c'était juste pour dormir, parce que je marchais le matin jusqu'ici. Je passais toute ma journée là jusqu'au repas du soir et ensuite je rentrais dans mon logement. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était la plongée du bord, parce que j'en avais pas faite. J'ai découvert ce que c'était la muck dive, donc la plongée dans le sable à la recherche de petites créatures. Et j'ai aussi découvert que les récifs étaient bien préservés et moins touristiques. Parce que même si on rentrait dans la saison un peu plus haute, on n'était pas envahi de touristes. Même à Apo Island, c'était encore agréable d'aller plonger là-bas. Je me suis sentie bien aux Philippines dès mon arrivée. Je me suis sentie... Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai trouvé que les gens étaient tous gentils. Pourtant, quand j'ai atterri aux Philippines, mon bagage avait été perdu. J'étais à Manille, qui fait pas trop rêver, j'aime pas trop les grandes villes. Et pour autant, peu importe où j'allais, les gens étaient agréables, souriants. Et j'ai trouvé qu'il y avait moins de relation à l'argent du touriste par rapport aux autres pays que j'avais fait avant, notamment à la Thaïlande. Il y a aussi un petit avantage, c'est qu'ils parlent beaucoup anglais. Donc peu importe où j'ai voyagé après, par la suite, dans des coins un petit peu plus reculés, parce que moi j'aime bien prendre un scooter et me balader.
Donc je fais pas forcément que les endroits touristiques, j'essaye de m'éloigner un petit peu. Et ça m'arrive de me perdre et je trouvais des locaux avec qui je pouvais communiquer. Donc en fait, je me suis rapidement sentie bien. Il fait beau, il fait chaud, c'est plutôt agréable et les plongées sont sympas. Donc a priori, ça réunissait pas mal de critères pour que je m'y sente bien. Et avec du recul, maintenant, je dirais aussi que le côté religieux aide, sans pour autant être un critère déterminant, mais ils sont dans une religion dans laquelle j'ai grandi. Donc c'est aussi plus facile de les comprendre, de comprendre certaines de leurs coutumes, pourquoi ils font ci ou pas, enfin pourquoi ils font ci ou ça ou pas, etc. Donc je pense que ça a aidé. Et est-ce que tu vas à la messe tous les dimanches maintenant? Non. Toujours pas. J'ai été baptisée, tout ça, mais voilà, je me suis séparée de la religion avec l'âge. Mais pour autant, comme c'est ce dans quoi j'ai grandi, je comprends en fait. Parce que les églises sont pleines le dimanche. Ouais, il y a beaucoup d'églises. Si on n'habite pas loin d'une église, la cloche elle sonne vraiment tous les dimanches, il n'y a pas de doute. Contrairement à nous en France, souvent les prêtres ils font, surtout dans les petits villages, une église par week-end. Donc en fait c'est plutôt une fois par mois qu'il y a une messe dans le village dans lequel on est. Là c'est vraiment tous les dimanches, quoi. C'est tous les dimanches, c'est potentiellement la prière avant de manger, même si elle est brève, hein, j'ai vu ça aussi. Et du coup bah voilà, c'est juste je respecte ça, je participe pas forcément, mais je peux concevoir, quoi. Je peux le comprendre plus facilement. Quand j'étais à Cebu il y a un peu plus de 10 ans, il y avait, les messes commençaient à 5h du matin le dimanche et finissaient à 11h. Toutes les heures il y a une messe et il faut arriver à l'avance parce que sinon il n'y a pas de place. Si on arrive pour la messe de 9h à 9h, il n'y a plus de place dans l'église, c'est impossible de rentrer. C'est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'on a eu des personnes qu'on a eues en formation ici. Soit en formation sur des courtes ou longues durées, peu importe, mais qui allaient à la messe à 5h du matin le dimanche pour pouvoir venir suivre leur cours ou venir plonger en tout cas par la suite le dimanche. Donc en fait, ils arrangeaient leur planning pour toujours pouvoir aller à la messe. Et donc tu es arrivé ici pour faire de la plongée. Et comment se fait-il que tu es encore là? Souvent quand je l'explique, je dis que ça a été vraiment le mélange de plein de choses qui se sont alignées. On parle souvent d'alignement des planètes. J'ai rencontré les bonnes personnes, donc Marielle et Nico notamment, dans un environnement dans lequel j'étais bien. Et quand je dis environnement, c'est aussi bien les Philippines, comme je l'ai dit précédemment, je me sens bien aux Philippines et je me sens particulièrement bien à la Tortue. Et je pense que ça fait partie aussi de ce que Marielle et Nico ont voulu partager comme valeur, un petit centre familial où on partage les choses et ça me correspond. Donc j'ai rencontré des gens avec qui je partage des valeurs, dans un environnement dans lequel je me sens bien, et j'étais à la bonne étape de mon voyage. Ça veut dire que les premiers mois, il a fallu que j'évacue un peu tout ce stress, et je peux le dire, un peu de rancœur du travail que j'avais avant. Et là, j'étais à une étape de mon voyage où j'étais plus détendue, plus reposée, et je pense prête à accueillir quelque chose qui m'est plus ou moins tombé dessus. Je ne l'ai pas choisi, je ne le cherchais pas, et c'est juste arrivé dans ma vie comme ça. Et je pense que mon rôle, c'était juste de saisir cette opportunité-là ou pas. Et j'ai décidé de la saisir. Et peut-être quand on démarre un voyage, on a envie de voir plein de choses au début. Et puis ensuite, on ralentit un peu le rythme, on a envie de passer à autre chose. J'avais déjà décidé de faire un tour du monde assez lent. Mais pour autant, quand j'ai fait le choix de rester plus longtemps que prévu aux Philippines, parce qu'à la base je devais rester peut-être 2 ou 3 mois, ce qui était déjà plutôt long. Et en fait, quand je me suis arrêtée à la Tortue, j'ai stoppé mon périple aux Philippines pour rester exclusivement ici et passer mon dive master. C'est aussi parce que j'ai rencontré... Tu changes d'objectif complètement. Ouais, j'ai changé d'objectif. En fait, je suis partie du principe Mais que... en fait, 1 an de tourisme, c'est trop. Je pense que ça aurait pu se faire, honnêtement, parce qu'il y avait plein d'endroits où j'avais envie de plonger. Donc j'avais encore plein de perspectives qui m'allaient bien. Je suis plutôt introvertie, donc moi, passer du temps seule à rien faire, à lire un bouquin, ça m'allait très bien aussi. Et en fait, je me suis dit, ok, à quel moment dans ta vie tu auras l'opportunité de passer 3 mois à faire un truc que tu aimes bien et à progresser dedans? Je me suis dit que j'aurais potentiellement jamais d'autres opportunités dans ma vie. Donc finalement, le fait de rester à la Tortue et de passer 3 mois à faire mon dive master, je le vivais pas comme un renoncement d'autre chose. Je le vivais juste comme une belle opportunité de découvrir encore plus la plongée. Et à ce moment-là, je savais pas encore que je voulais en faire mon métier.
C'est-à-dire que je m'étais vraiment dit, ok, c'est l'opportunité. Au mieux, j'en fais quelque chose. Au pire, j'en fais rien. Mais j'étais stable au niveau de mon budget. Parce que du coup, je me suis trouvé un appartement ici, ce qui m'a permis de payer ma formation. D'accord, oui. Tu dépenses du coup beaucoup moins en hébergement. Ouais. Et ça te libère des moyens financiers pour payer tes plongées. Ouais. C'est aussi ça qui m'a fait décider. Hein. Ouais. Fallait que ça s'équilibre. Est-ce que comment ça coûte de devenir dive master? Il faut combien de plongées? Alors, il faut avoir un minimum de 40 plongées pour commencer et il faut minimum 60 plongées pour terminer. C'est pas du tout ce qu'on recommande. Je te parle des standards de formation. Pour te donner un exemple, moi quand j'ai commencé, quand je suis arrivée à la Tortue, je venais d'atteindre les 100 plongées. Et il y a un autre prérequis pour devenir dive master, c'est qu'il faut avoir la formation Diver Stress and Rescue. C'est 3-4 jours de formation, donc il y a une formation premier secours. Et ensuite, il y a une formation pour apprendre à mieux se gérer dans l'eau et à venir en aide aux gens, jusqu'à remonter une victime inconsciente sous l'eau. Donc en fait, avant de démarrer mon Dive Master, j'ai aussi fait cette formation ici. Et souvent, ce qu'on recommande, en tout cas nous, on l'impose à la Tortue, c'est de faire la spécialité plongée profonde et la spécialité nitrox, qui vont accentuer, on va dire, le niveau de connaissance, le niveau d'aisance et la capacité, on va dire, à prendre des décisions en tant que futur Dive Master. Donc, je ne le savais pas à l'époque puisque j'étais là en tant que touriste, mais le but c'était vraiment de proposer un package qui forme des gens compétents à la fin, des dive masters qui soient employables et employables qualitativement. Donc les prérequis, juste normalement le rescue et 40 plongées, et pour terminer il faut avoir minimum 60 plongées. Mais tous ceux qui veulent devenir dive master, je leur recommande d'investir un petit peu plus de temps dans leur formation. Et c'est ce qu'on propose ici, et c'est la chance que j'ai eue. J'ai pu faire un dive master en 3 mois. Donc finalement, j'ai passé 3 mois à plonger énormément. Je ne peux pas dire tous les jours, parce qu'il y a aussi des jours où on est un peu fatigué et on n'a pas forcément envie d'aller dans l'eau, il faut le dire. Mais j'avais l'opportunité de plonger quasiment autant que ce que je voulais. Donc ça, c'était chouette. Donc j'ai dû commencer, je devais avoir à peu près 120 plongées. Et j'ai terminé, je pense que je devais être à 300, peut-être un peu plus. Et donc tu es dive master depuis quand? Donc j'ai terminé ma formation début juin 2023. Et ça coïncide au moment où je suis partie des Philippines pour terminer mon tour du monde, puisqu'il y a une chose qui me tenait à cœur. Autant les autres pays que j'ai laissé tomber pour rester aux Philippines, ça ne me dérangeait pas. Autant j'avais prévu de passer 1 mois en Polynésie française et ça me tenait à cœur. Donc j'ai terminé mon voyage par la Polynésie. Et j'avoue que c'était très chouette de faire la Polynésie en ayant déjà le statut de dive master. Alors je ne me considérais pas exactement comme dive master parce que j'avais pas encore beaucoup d'expérience. J'avais beaucoup plongé mais j'avais pas encore beaucoup guidé de personnes. Et les conditions en Polynésie, c'est souvent beaucoup de houle, donc mon mal de mer, il en a pris un coup, et pas mal de plongées avec du courant, chose que j'avais un petit peu moins expérimentée ici. Donc j'avoue que c'était plutôt chouette d'aller en Polynésie avec ce diplôme. D'accord. Et du coup, mi-juillet 2023, je suis rentrée en France. Le boulot m'appelait. Parce que j'avais pris un congé sabbatique, donc ça a une durée limitée. Donc je devais reprendre le boulot le 31 juillet. Et qu'est-ce que tu as fait? Donc j'avais passé quelques entretiens pendant que j'étais à la Tortue, parce que le but c'était de changer de métier. J'avais quand même travaillé sur ma reconversion professionnelle avant de partir en tour du monde. Et le tour du monde était aussi une occasion de me poser là-dessus et de réfléchir. Je ne voulais plus être contrôleuse de gestion en magasin, je voulais avoir un travail différent et on m'avait proposé un poste au siège, responsable contrôle interne, organisme extérieur au sein de la DRH en gros. Donc je m'occupais de tout ce qui était post-paye. Et j'avais une équipe de 4 personnes. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'au mois d'août, Marielle et Nico m'ont proposé de revenir bosser pour eux, mais cette fois-ci en tant qu'instructrice de plongée. Donc il fallait que je passe le diplôme d'après. Bon, évidemment, je ne leur ai pas dit oui tout de suite. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai posé le pour et le contre. Je me suis renseignée sur ce que ça gagnait un instructeur et un dive master. Alors ça gagne combien? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais qu'en moyenne, on est à peu près à 1 000 € par mois. Ce qui suffit pour vivre. Logé, nourri ou... Comment? Non. Non, alors 1 000 € par mois et je ne suis pas logée, pas nourrie.
j'ai quand même des petits tarifs préférentiels ici, ce qui peut aider, notamment sur les cookies, parce que j'adore les cookies qui sont faits ici. Mais non, je paye mon logement et je paye ma nourriture. Mais pour te donner un exemple, avec 1 000 €, j'ai ma maison individuelle, avec la clim, j'ai ma cuisine, ma propre salle de bain, j'ai 2 chambres, donc je peux recevoir des amis. Et ça me permet de vivre assez confortablement, puisque du coup, je cuisine par exemple peu chez moi, je mange souvent à l'extérieur, chose que je ne me serais pas permise avec mon salaire de cadre en France par exemple. Donc mon but c'était aussi de garder un niveau de vie confortable. Je voulais pas trop régresser en niveau de vie. Une maison, ici c'est 15-20 000 Ouais, c'est ça, je paye 15 000 pesos. Pour une maison avec jardin? Alors, j'ai pas tout à fait de jardin, j'ai une petite devanture où je gare ma voiture, mais je passe pas tant de temps que ça chez moi et mon jardin c'est ici. Mais c'est possible de trouver des maisons à peu près dans ces tarifs-là ou un tout petit peu plus cher avec un petit jardin, il n'y a pas de souci. Et puis après, avec mes charges courantes de eau, électricité et internet, j'arrive à peu près à 20 000 pesos par mois. Pour quelque chose qui est confortable, hein. On peut trouver moins cher évidemment. Je voulais juste... Avec la clim, ouais. J'ai une clim dans ma chambre. Ouais, un instructeur, je dirais à peu près 60-65 000 pesos par mois, lissé sur l'année. Et en général, les instructeurs, quand ils viennent, tu vois, ils prennent 1 ou 2 mois où ils rentrent en France pour revoir leur famille, etc. Donc c'est dans l'idéal pendant les mois creux, sinon tu perds l'opportunité de travailler quand il y a du monde. Mais c'est à peu près ce que ça donne. Donc le coût de la vie, le salaire, la qualité de vie était importante pour moi. Et c'est vrai que le fait d'avoir passé 3 mois à Darwin m'a permis d'avoir une meilleure idée de comment était la vie sur place. Donc la vie sur place était bien pour moi. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. D'accord. Et j'ai décidé de me lancer. Donc il a fallu quand même que j'annonce à mon employeur pour qui j'avais repris le travail au bout d'1 mois. Au bout d'1 mois, je leur ai dit, bah voilà, j'aimerais démissionner. Bon, j'ai eu de la chance, ça s'est très bien passé. Je me suis engagée à remettre les choses au carré avant de partir. Et ils m'ont laissé faire un préavis de 1 mois et demi au lieu de 3 mois. Donc c'était plutôt chouette. J'ai terminé mi-octobre et j'ai déménagé aux Philippines fin novembre 2023. Et dans la foulée, j'ai passé ma formation d'instructrice. Ça veut dire que la veille de mes 30 ans, c'était un petit challenge perso. Donc le 17 décembre 2023, je suis officiellement devenue instructrice. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre aux Philippines? J'avoue que le climat, la douceur de vivre, le fait de pouvoir être au quotidien en t-shirt, short et tongs, c'est plutôt chouette. Je l'ai dit tout à l'heure, mais tu vois, la gentillesse des gens, pour moi, ça fait partie des avantages. Le fait que le coût de la vie soit aussi moins important et que finalement, avec mon salaire actuel, je puisse vivre confortablement, c'est plutôt chouette. Sur les inconvénients, je dirais plutôt qu'il faut se faire aux différences culturelles. Mais c'est un peu comme dans chaque pays. Donc il y a des fois où, en bonne française, je râle un petit peu parce que l'administration des Philippines, c'est parfois un peu brouillon et lent, par exemple. Il faut juste apprendre à s'y faire. Et être patient? Ouais, être patient, ouais. Je pense que j'ai développé ma patience. Elle peut encore se développer, je dois l'avouer. Mais ouais, j'ai développé ma capacité à être patiente. Et je dirais la capacité de compréhension de l'autre. Parce que je suis entourée de personnes qui ont une culture différente. On n'a pas vécu la même chose. Et en fait, il faut pouvoir se rejoindre à un moment pour se comprendre et faire un pas vers l'autre. Et souvent, on a de la chance puisque les Philippins sont vraiment accueillants. Souvent, ils font un pas vers nous aussi. Donc ça, j'ai du mal à trouver des inconvénients du coup, mais voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent sur la nourriture, par exemple. Parce qu'il y a pas mal de Français qui trouvent que la nourriture aux Philippines n'est pas terrible. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, personnellement, j'ai pas à m'en plaindre. Au début, j'étais pas fan par rapport à tous les autres pays d'Asie du Sud-Est. Mais je me suis complètement habitué à la nourriture philippine. Et chaque fois que je reviens aux Philippines, j'ai plaisir à trouver des plats que je préfère. Moi, je m'en plains pas. J'aime bien. Ouais. Mais par contre, je mange pas philippin tous les jours. C'est aussi l'avantage de travailler dans un resort, c'est qu'il y a d'autres possibilités. Voilà. Donc en fait, je mixe, mais ça me dérange pas tant que ça de manger du riz plusieurs fois. Tu vois. Autant en France, j'en mangeais pas tant que ça. J'adore les pâtes. Autant ici, je m'y suis faite en fait. Et ça me dérange pas et au contraire, j'apprécie. Tu manges du riz au petit déjeuner? Alors, je mange pas de petit déjeuner en général. Mais par contre, des fois, ils me partagent un peu, tu sais, le riz avec le chocolat chaud au-dessus.
La première fois qu'ils m'ont proposé ça, j'ai dit quoi? Du riz avec du chocolat chaud au-dessus? Sticky rice. Ouais, c'est super bon. Et le champorado aussi, c'est bon. L'espèce de riz cuit avec du lait concentré et du chocolat. T'es célibataire? Oui. Oui. Non, il n'y a pas de message. Non, il n'y a pas de message. T'as pas rencontré un Philippin? J'ai fait des rencontres. C'est pas évident. On va se l'avouer, c'est pas toujours évident. Ah bon? Les différences culturelles en fait. Ouais, c'est pas toujours évident. Alors il y a le côté religieux qui rentre en compte. Le fait que le mariage et avoir des enfants c'est important pour eux, par exemple. Ce qui ne l'est pas pour moi. Vivre aux Philippines en tant que femme qui ne souhaite pas d'enfants, c'est un petit peu compliqué. Et parfois, selon les personnes qu'on rencontre, mais j'imagine que ce serait la même chose en France, hein, la place de la femme. Je suis plutôt très indépendante. J'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse et voilà. Et du coup, l'homme qui peut se sentir involontairement rabaissé. Donc, tu l'as ressenti ici? Ouais. D'accord. Ouais. Tu m'as parlé tout à l'heure de tempo. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est mon cauchemar dans les relations philippines. C'est quand ton partenaire, tu l'as vexé et au lieu de t'exprimer ce qu'il n'a pas apprécié dans l'échange ou dans ce que tu as fait, il se ferme. Mais il se ferme comme une huître. Donc plus de son, plus d'images, plus un regard, rien du tout. Et moi personnellement, de ce que j'ai vécu, je trouve ça encore plus violent que de se crier un coup dessus. Alors je ne dis pas qu'il faut se crier dessus non plus, mais j'ai vraiment mal vécu les choses. Et c'est peut-être quelque chose avec lequel j'aurais du mal aux Philippines si mon partenaire n'est pas capable de communiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas et de me dire bah ok, sur ce point-là, j'ai été vexée ou je l'ai moins bien vécu. Il y a peut-être des différences culturelles qui rentrent en compte, c'est vrai, parce que bah, forcément on ne vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes habitudes, etc. Mais la base dans un couple, c'est la communication. Et pour moi, tempo, du coup, ça ne vient pas nourrir cette communication du tout. Et c'est plus que frustrant. C'est vraiment horrible. Tu veux essayer de parler à la personne, elle ne te répond pas. Tu la regardes, elle ne te répond pas. Tu te mets face à elle, elle ne te regarde pas, elle regarde ailleurs. C'est vraiment horrible. Et donc, il y a un mot en Bisaya, il existe un mot en Bisaya pour exprimer ça, ce traitement silencieux? Alors, j'ai appris récemment que tempo, c'était tagalog. Et qu'il y avait un autre mot en bisaya, mais que j'ai pas du tout retenu. Okay. Mais a priori, comme ils comprennent plutôt bien le tagalog, si on dit tempo, ils comprennent aussi bien dans les bisayas. Donc voilà. Si elle fait tempo... Alors, il y a un truc aussi, c'est que moi, personnellement, la personne qui fait tempo, j'aurais tendance à m'éloigner d'elle. À un moment, elle veut pas réagir, je m'en vais. Bah, a priori, il faut faire l'inverse. Il faut ramer de toutes ses forces pour essayer d'avoir la personne qui recommunique encore. Donc, ce que je trouve complètement contre-intuitif. Ça fonctionne? Oui, mais il faut laisser un petit peu de... pas d'humilité, de fierté derrière, je pense. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas partir... En fait, on appelle ça faire la gueule en France. Ouais, mais c'est moins violent. En France, on exprime quand même, je sais pas, tu m'as cassé les pieds parce que t'as fait ci, t'as fait ça. On s'est dit qu'on se cassait les pieds et ensuite on arrête de se parler pendant un moment, mais parce qu'on a tous besoin de digérer les choses. Là, tu sais même pas ce que la personne elle a en face, tu sais pas ce que t'as fait potentiellement. Et moi, personnellement, j'ai essayé de partir parce qu'au bout d'un moment, à passer quelques heures à voir la personne qui réagit pas, je dis bah ok, bon, pour info, je vais manger à l'extérieur. Quand je suis revenue, c'était encore pire. Ouais, t'es parti, t'as aucune considération. Ah bah là, au moins, il reparlait, ouais. Mais c'était pas gagné quand même, hein, parce que le tempo a duré jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, j'ai juste eu un bref regain de discussion, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc les hommes comme les femmes font du tempo? Moi, je l'ai connu du côté homme. J'imagine que tu l'as peut-être connu du côté femme, ou en tout cas, je l'ai déjà vu des femmes philippinas qui font ça. Par contre, je pense que c'est typiquement philippin. Donc Filipina, Filipino, voilà. Il y a aussi le fait de ne pas répondre aux questions. Ouais. Alors, et donc, quelle est la réponse? Tout à l'heure, on en parlait. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait que quand ils ne connaissent pas la réponse, soit ils vont dire bah, par exemple, on n'a pas, ou ils vont dire oui, plutôt que de dire je sais pas. Donc, il y a ce sujet-là. Et après, il y a le fait que quand tu poses, par exemple, par message,
ça m'arrive de contacter mon fournisseur internet quand j'ai un problème. Si je pose 2 questions, ils répondent à une seule des 2. Et ils répondent pas à la deuxième. Et ça, j'ai toujours pas compris pourquoi. Donc, si quelqu'un a le miracle de pourquoi ils font ça, ou l'explication, j'en sais rien, mais j'ai toujours pas compris. Et du coup, c'est très perturbant. Alors, après 12 ans aux Philippines, j'ai une suggestion. Pose des questions une par une. Voilà. Donc en fait, il faut se faire violence, poser une question, attendre la réponse, puis poser l'autre question. Non mais moi j'aime bien, tu sais, je fais ma liste de questions, point numéro 1, question 1, point numéro 2, question 2, et en fait j'ai qu'une seule réponse. Et ça c'est très frustrant. Par exemple, à la question tu veux manger des pâtes, il n'y a aucune réponse. C'est la réponse non. En fait, comme ils sont gentils, ils n'osent pas dire non. Et du coup, il faut connaître la personne pour comprendre son langage non corporel, je pense. Son langage corporel, pardon. Non verbal. Non verbal, ouais. Alors, IT, c'est Instructor Trainer. Donc, c'est quand on peut former jusqu'au niveau instructeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis le mois dernier, je peux former et la tortue peut former jusqu'au niveau instructeur. Donc, les gens qui venaient jusqu'à présent pour le Dive Master, ils peuvent continuer avec nous pour devenir instructeur. On a vraiment fait ça. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup plonger et ce que j'aime le plus, c'est le développement des personnes. C'est ce qui correspondait bien à mon métier précédent où j'avais du management et finalement je pouvais accompagner les personnes pour les faire grandir. Je vois ça au quotidien dans des open water, des advanced, mais c'est un petit peu plus poussé avec les pros. Donc moi j'aime beaucoup faire les dive masters. Et il me manquait l'étape d'après en fait, parce que c'était un peu frustrant de faire le Dive Master et de ne pas pouvoir accompagner la personne jusqu'à l'instructorat. Donc j'ai fait cette formation pour être capable d'accompagner les personnes jusqu'au niveau instructeur. Il y a beaucoup de jeunes instructeurs qui ont été séduits par le marketing, PADI surtout. Change your life, dream job, blablabla. Et la réalité, c'est que la moitié de ces instructeurs vont abandonner dans les 3 premières années et revenir à des boulots normaux. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, l'effort n'a pas été fait pour montrer la réalité de ce que le métier demande pour être employable sur le long terme. Et souvent, c'est un peu une transition, un congé sans solde, etc., où des personnes essayent quelque chose d'autre. Mais quand j'ai rencontré Camille, j'ai vu que sa rigueur, son professionnalisme, pouvait permettre de former des gens qui allaient rester dans le domaine, pour ceux qui le souhaitent bien sûr. Et voilà. Donc beaucoup deviennent instructeurs ou dive master, pas tout le monde le reste. L'idée c'est de proposer une formation pour ceux qui veulent vraiment rester dans le métier. Merci beaucoup.